Hey YouTube, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dossier du cerveau. Alors aujourd'hui on ne va quand même pas parler réellement de cerveau, je suis un peu désolé, mais aujourd'hui en fait on va comprendre comment est-ce que on peut observer et ainsi étudier le fonctionnement de notre cerveau. C'est vrai que dans les dernières vidéos, je vous ai souvent dit que telle partie du cerveau était activée quand on faisait tel mouvement, ou alors quand on présentait tel type de stimulus. Bien maintenant, il reste à savoir comment est-ce qu'on peut savoir justement que telle ou telle partie du cerveau est activée à tel moment. Et donc, c'est tout simplement le sujet de la vidéo du jour. On va donc parler des techniques d'imagerie cérébrale. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Déjà, pour moi, ça me permettra de développer la chaîne, mais pour vous, ça vous permettra tout simplement d'avoir les vidéos quand je les sortirai dans votre fil d'abonnement. Si YouTube décide, comme d'habitude, de les mettre dedans, hein. Ça, c'est pas de ma faute, par contre. Afin de comprendre comment fonctionnent les techniques d'imagerie cérébrale, il faut avoir compris avant ça comment est-ce que notre cerveau nous laisse l'observer tranquillement et quelles sont les possibilités qui nous sont offertes. On en a deux. Soit on étudie le fonctionnement du cerveau en utilisant la propriété électrochimique de l'influx nerveux, soit on utilise les variations de flux sanguin qui découlent de l'activité neuronale. Et évidemment, chaque technique d'imagerie cérébrale utilise soit l'une des possibilités, soit l'autre. Je vais donc vous parler dans un premier temps de deux méthodes qui sont assez méconnues, on va dire, qui sont la magnétoencéphalographie, qu'on appellera aussi la MEG ou MEG, et on va également parler de la tomographie par émission de positons, ou alors TEP ou TEP. Et puis ensuite, dans un second temps, je vais vous évoquer deux méthodes qui sont l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, aussi appelée IRMF, et puis ensuite je vais vous parler de l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'EEG. L'ordre de présentation, il est totalement arbitraire, hein. Après tout, on est sur ma chaîne, donc c'est moi le patron, hein. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler de la magnétoencéphalographie. Donc, si on découpe le nom, on retrouve magnéto, encéphalo et graphie. Alors, encéphalographie, c'est grosso modo pour dire représentation du cerveau ou image du cerveau. Et puis, magnéto, ça fait référence au champ magnétique. Donc, cette technique, la MEG, elle utilise le champ magnétique du cerveau, du moins de l'activité neuronale. C'est donc la MEG, une technique d'imagerie mentale qui utilise la propriété magnétique de l'influx nerveux, qui est donc l'activité des neurones. L'influx nerveux étant un phénomène électrique, il a forcément un versant magnétique. Et c'est cette capacité qu'utilise la MEG pour justement étudier le fonctionnement du cerveau. Mais l'activité magnétique du cerveau, elle est extrêmement faible. Il faut donc des capteurs de pointe pour les détecter. Juste à titre de comparaison comme ça, l'activité magnétique de la Terre, elle est 10 milliards de fois supérieure à celle de notre cerveau. Donc, comment veut dire que les capteurs, ils ont intérêt d'être vraiment béton. Et pour cette raison, assez logiquement, la MEG est un outil qui coûte extrêmement cher, et donc on retrouve dans très peu d'hôpitaux déjà, hein, mais également dans très peu de laboratoires de recherche. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans la partie des techniques, on va dire, méconnues d'imagerie cérébrale. Il faut savoir que la MEG, elle est principalement utilisée en recherche, et au sein de la recherche, elle est principalement utilisée auprès d'une population jeune, afin d'étudier le fonctionnement cognitif de notre cerveau, ainsi que de son développement. Et puis forcément, également tout le côté pathologique. La MEG est ce qu'on appelle une méthode non invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas injecter de produits dans le corps du patient et on ne va pas non plus ouvrir la boîte crânienne du patient pour y poser des électrodes. Et enfin, il va falloir que je vous évoque la résolution spatiale et temporelle de la MEG. Alors la résolution spatiale et la résolution temporelle, c'est la capacité d'une technique d'imagerie cérébrale à dire où et quand précisément a eu lieu une activité cérébrale. Typiquement, une technique qui a une bonne résolution spatiale, elle saura nous dire précisément qu'une activité cérébrale a eu lieu à tel endroit et qu'une autre activité cérébrale a eu lieu à un autre endroit, mais que ces endroits sont très spécifiques, très précis. Et comme en plus le cerveau est un objet en 3D, il faut que ce soit que la précision elle soit d'un niveau 3D. Ensuite, la résolution temporelle, c'est la capacité d'une technique d'imagerie cérébrale à nous dire quand a eu lieu précisément une activité spatiale.
Typiquement, une technique d'imagerie cérébrale qui a une bonne résolution temporelle saura nous dire qu'un phénomène neuronal a eu lieu avant un autre. Et ça, c'est très intéressant justement pour savoir comment est-ce que les aires cérébrales fonctionnent entre elles. Et donc pour faire simple, plus une méthode a une bonne résolution spatiale et temporelle, et plus elle est utile, utilisable et surtout fiable. Et dans le cas de la MEG, eh bien la résolution temporelle elle est très bonne, par contre la résolution spatiale, eh bien c'est pas tout à fait ça. Tout simplement parce que le champ magnétique dans le cerveau étant très faible, et en plus de ça, étant donné qu'il s'agit d'un phénomène qui va s'essouffler avec la distance, si on peut dire, eh bien on ne saura pas dire ni détecter avec grande précision toute l'activité neuronale qu'il y a dans le cœur du cerveau, en dessous du cortex. Donc eh bien la MEG, elle ne pourra pas nous dire ce qu'il se passe dans les abysses de notre cerveau. Mais bon, elle reste tout de même assez intéressante pour étudier tout le cortex. Donc ça, c'est tout de même assez sympa. À présent, je vais vous parler de la tomographie par émission de positons, aussi appelée la TEP. Alors, c'est une technique qui est issue de la médecine nucléaire et qui date des années 90. C'est donc assez récent. Cette fois, on a affaire à une méthode qui est dite invasive, tout simplement parce que l'on va injecter dans le corps du patient des éléments radioactifs. Alors, je vous calme tout de suite, ce n'est pas parce que c'est radioactif que ça va être dangereux pour le patient. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas avoir tendance à répéter l'utilisation de la TEP sur un seul patient. Mais bon, toujours est-il que pour une seule utilisation, c'est 100% safe. Et puis, la demi-vie des éléments radioactifs qui sont utilisés sont de l'ordre de quelques heures, on va dire. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de danger. Les éléments radioactifs qu'on va introduire dans le corps du patient, eh bien, ce sont justement ceux-là qui vont nous permettre d'étudier le fonctionnement du cerveau. Mais c'est fait d'une manière indirecte. Il faut savoir que quand nos neurones ont une activité, eh bien, ils ont besoin d'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle est en grande partie du glucose, c'est-à-dire du sucre. Et donc, pour faire assez simple, la TEP, elle va introduire dans notre corps du glucose, avec quelques atomes radioactifs. Et l'idée derrière ça, c'est que si nos neurones utilisent du glucose, eh bien, le glucose qu'on va introduire avec des marqueurs radioactifs, eh bien, ils vont être détectés via la MEP. Pour faire simple, quand le glucose avec un élément radioactif va être utilisé, eh bien cet élément radioactif va émettre un rayonnement. C'est ce qu'on appelle justement un photon. Eh bien ce rayonnement que va émettre la particule radioactive, eh bien on va pouvoir l'observer via la TEP. Et le gros avantage de ce rayonnement, c'est que quand ce rayonnement il se fait, par rapport à l'élément radioactif, il se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que si là, j'ai un élément radioactif qui est utilisé, eh bien pour faire assez simple, le rayonnement radioactif va se faire dans les deux sens, c'est-à-dire comme ça. Eh bien ça va justement permettre de localiser à peu près où est situé l'élément radioactif, du moins où a eu lieu son utilisation dans le cadre du glucose. Et pour faire assez simple, l'utilisation du glucose dans le cerveau, eh bien, ça signifie qu'à cet endroit-là, eh bien, on va avoir une activité neuronale. Et c'est justement ça qui va donc permettre de comprendre le cerveau et son fonctionnement. Et comme cette technique, elle permet d'étudier le fonctionnement du cerveau justement dans le temps, eh bien, cette méthode, elle est dite fonctionnelle. Tout simplement parce qu'on va voir le cerveau non pas à un instant T, mais sur une longue période de temps. Alors longue, tout est relatif, mais ce n'est pas une image à l'instant T du cerveau. Il faut savoir que la TEP, elle a une très bonne résolution temporelle, par contre sa résolution spatiale, eh bien, elle est un peu moins bonne. Je garde les explications pour moi, c'est de la physique nucléaire, même si c'est assez simple, mais voilà, gardez en tête que la résolution spatiale de la TEP, elle est pas très bonne. Cette technique dans le cadre de l'étude du cerveau, elle est principalement utilisée dans la maladie d'Alzheimer et il est même dit qu'elle pourrait prédire justement l'apparition de la maladie. En plus de ça, dans tout le champ de la médecine, la TEP elle est utilisée dans le traitement des cancers. Troisième méthode d'imagerie cérébrale, on va parler de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire l'IRMF. L'IRMF, c'est la technique de référence pour étudier le cerveau. Elle est non invasive et en plus de ça, elle a une très bonne résolution spatiale et temporelle. Le principe derrière cette méthode, c'est que les neurones, ils ont besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, d'énergie pour fonctionner. Ils ont donc besoin de sucre, mais une autre énergie dont ils ont besoin, c'est d'oxygène. Ils ont besoin de prendre l'air, quoi. Et pour transporter l'oxygène de nos poumons jusqu'à notre cerveau, eh bien, il nous faut, on va dire, des transporteurs. Et ces transporteurs, dans notre sang, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine.
Et cette hémoglobine, eh bien, elle a deux configurations. Soit elle transporte un atome d'oxygène, et dans ce cas-là, on a affaire à ce qu'on appelle l'oxyhémoglobine, soit elle ne transporte pas justement d'atome d'oxygène, et dans ce cas-là, on parle de désoxyhémoglobine. Bon, assez parlé de nos transporteurs, il faut maintenant comprendre pourquoi est-ce que justement je vous parle de ces transporteurs de l'hémoglobine. Et bien justement, à travers l'activité de l'hémoglobine, eh bien on va pouvoir étudier le fonctionnement du cerveau. En fait, on part du principe que l'oxygène, eh bien, elle est transportée directement au cerveau, mais surtout aux neurones qui ont besoin d'énergie. Et qui dit avoir besoin d'énergie, ça veut forcément dire qu'il y a une activité à cet endroit-là. Et bien ainsi, on peut justement étudier le cerveau en traçant, on va dire, l'activité de l'oxyhémoglobine. Et pour déterminer si une région de notre cerveau est activée ou non, eh bien l'IRMF va utiliser les propriétés magnétiques de l'hémoglobine. Il faut savoir que la désoxyhémoglobine et l'oxyhémoglobine n'ont pas les mêmes propriétés magnétiques. La désoxyhémoglobine, elle est dite paramagnétique, c'est-à-dire que quand le signal IRM est envoyé, eh bien elle va peu réfléchir le signal. Donc le signal IRM qu'on va recevoir sera faible. Et donc cela va indiquer que dans les régions qui sont peu activées dans le cerveau, là où il y a beaucoup de désoxyhémoglobine, eh bien le signal IRM sera faible. Donc les régions où il y a un signal IRM qui est faible signifie qu'il y a une faible activité neuronale. A l'inverse, le signal IRM sera fort là où il y a beaucoup de oxyhémoglobine. Donc pour résumer, un signal fort signifie une activité neuronale et un signal faible une faible activité neuronale ou une non-activité neuronale. Mais l'IRMF, elle a un très gros problème, une très grosse limite. Elle n'est pas technologique parce que de ce qu'on a pu voir, c'est très très bon. La résolution spatiale, en théorie, est très bonne. Pareil pour la temporelle. Mais elle a une très forte limite. Elle est physiologique. L'hémoglobine dans notre cerveau, elle est transportée quand les artérioles dans notre cerveau, justement, s'ouvrent et se referment. Cependant, ces artérioles, eh bien, elles vont s'ouvrir environ 5 à 6 secondes avant une activité neuronale et elles vont se refermer environ 20 secondes après. Donc, eh bien là, on va dire, un laps de temps de à peu près 25 secondes où l'hémoglobine, enfin surtout l'oxyhémoglobine, sera très fortement présente là où on a eu une activité. Cependant, eh bien forcément, l'activité neuronale à un endroit, elle ne dure pas 25 secondes. Ça dure quelques millisecondes. Donc ça signifie que malgré le fait que l'IRMF soit en théorie une très bonne technique, eh bien la résolution temporelle de l'IRMF justement, elle n'est pas si bonne que ça. Et malheureusement, comme c'est dû à notre physiologie, on n'y peut strictement rien. La seule chose qu'on pourra faire pour éviter ce problème temporel-là, eh bien ça va être de coupler l'IRMF à l'EEG. Et l'EEG, je vais vous en parler après. Et l'EEG, elle justement, elle a une très très bonne résolution temporelle. Pour en finir avec l'IRMF, il faut savoir que l'IRMF est principalement utilisé en recherche fondamentale autour de la recherche autour de la cognition et elle est peu utilisée en clinique. Et juste information très importante pour finir avec l'IRMF n'est pas l'IRM. L'IRM, c'est, on va dire, le même fonctionnement, enfin, c'est exactement le même fonctionnement, simplement l'IRM fait une image à l'instant T de notre corps. Là où l'IRMF, elle, fait une vidéo, entre grands guillemets, de l'activité de notre corps. Et pour terminer, on va parler de l'électroencéphalographie, c'est-à-dire l'EEG. Alors là, on va la distinguer de l'ECG, qui est la même chose, mais pour l'étude du cœur. L'EEG, c'est très clairement la première méthode d'imagerie cérébrale qui a été inventée, elle date des années 20, et c'est très clairement l'une des plus utilisées également. L'EEG va permettre d'étudier les troubles du sommeil, le coma, l'épilepsie, le niveau de maturation cérébrale, et puis c'est déjà pas mal. Elle a un énorme avantage, c'est tout simplement sa transportabilité, il suffit de quelques électrodes, d'un système d'enregistrement et d'un bon PC. L'EEG, eh bien, elle va étudier le cerveau via l'influx nerveux, via sa propriété électrique. En fait, l'influx nerveux, c'est une variation électrique. Donc, eh bien, tout simplement, on va capter via l'EEG justement ces variations électriques. Il suffit pour ça de mettre entre grands guillemets un espèce de bonnet avec différentes électrodes posées dessus.
Et puis, eh bien, avec quelques logiciels d'enregistrement spécifiques, eh bien, on arrive à recalculer, grosso modo, le fonctionnement de notre cerveau et son activation. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, avec quelques électrodes qu'on pose sur la tête, eh bien, l'EEG est une méthode dite non invasive. Comme je l'ai dit il y a 30 secondes, l'EEG elle a une résolution temporelle qui est presque parfaite. Le seul problème, c'est que sa résolution spatiale, elle est nulle en fait. Il n'y a pas plus nul que ça. Clairement, l'EEG, résolution spatiale, 0. Le gros problème de l'EEG, c'est qu'on va enregistrer l'ensemble de l'activité du cerveau. Donc on est totalement incapable de vous dire qu'à tel endroit, il y a une activation. Et ça, c'est un gros problème. Mais bon, vous allez me dire, les autres techniques ont toutes une résolution soit spatiale, soit temporelle qui n'est pas très bonne. Donc c'est pas grave. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le G ne sert pas à quelque chose ou qu'on ne peut pas l'utiliser. Au contraire, justement, c'est même un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen pour étudier les troubles du sommeil, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est moyenner l'enregistrement de chacune des électrodes. Et en théorie, au repos, on devrait avoir une onde qui est assez régulière. Et je ne dis pas plat, tout simplement parce que si sur un EEG on voit quelque chose de plat, eh bien on fait face à ce qu'on appelle une mort cérébrale. En fait, si on moyenne l'enregistrement de chacune des électrodes, eh bien on va avoir un motif qui va, entre grands guillemets, se répéter. Et ce motif qui se répète, eh bien c'est ce qu'on appelle une onde. Et en fonction du type d'onde qu'on va observer sur l'EEG, eh bien on sera capable de dire si si notre participant qu'on enregistre est dans une phase de repos ou alors dans telle phase de sommeil, mais également dans telle phase d'activité, on va dire, cognitif intense. Et c'est par exemple cette méthode qui va pouvoir nous dire si un patient il est dans un état végétatif ou pas. Et c'était par exemple le cas de Vincent Lambert, c'était une personne qui ne pouvait pas mobiliser ses fonctions cognitives de haut niveau, et donc eh bien on avait l'impression qu'il ne répondait pas à son environnement. Alors ça ne veut pas dire qu'il était mort, on est bien d'accord là-dessus. Ni cérébralement parlant, c'est juste qu'il ne pouvait pas utiliser ses fonctions cognitives supérieures. Ça y est, on a fait le tour des grandes méthodes d'imagerie cérébrale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il en existe d'autres, et d'ailleurs il y en a d'autres qui existent justement qui permettent d'étudier le fonctionnement du cerveau de manière indirecte. On a également des techniques qui sont spécialement utilisées sur des animaux. Alors là, ça fait évidemment controverse autour de toute l'éthique qu'il y a autour de l'étude de ces animaux, tout simplement parce que ce sont des techniques qui sont invasives, bien plus invasives que la TEP. Et d'ailleurs, tout simplement, ces techniques, je pense que je vous en parlerai dans d'autres vidéos, donc voilà. Si jamais vous avez une question par rapport à une des méthodes dont je vous ai parlé, eh bien n'hésitez pas à me poser ça en commentaire, j'y répondrai. Puis n'hésitez pas non plus à rajouter des éléments si j'ai dit quelque chose soit qui était faux, soit que j'ai pas dit quelque chose. N'hésitez pas non plus à le rajouter du coup en commentaire. Je sais très bien que j'ai oublié des choses, C'était évidemment le but de la vidéo était de présenter assez grossièrement, on va dire, ces 4 méthodes d'investigation du cerveau. Et puis, eh bien, comme d'habitude, si jamais vous voulez en apprendre plus, lien en description. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos, et puis pour moi ça permettra de développer la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter, je suis pas très actif, mais je suis présent. Et puis, eh bien moi sur ce, je vous dis à la prochaine.